Vous parliez il y a quelques instants de la présidentielle. Ça nous amène tout droit à Bruno Retailleau, qui lance la bataille de la présidentielle 2027. Alors, je crois que vous en parlez d'ailleurs, messieurs, dans le JDD. On a suivi. Ça fait du monde quand même, Antonin André là à droite. Ça fait du monde, oui. Ça fait du monde, mais vous savez, on l'a suivi là en Vendée pour son premier déplacement. Bon, il a choisi un style, un credo qui est celui de la candidature par devoir, et c'est vrai que sa déclaration de candidature était assez austère et plutôt empreint de sang et de larmes, et non pas d'espoir et de lendemain qui chante. Ce qui est toujours un peu compliqué quand vous êtes candidat à la présidentielle, parce qu'on peut expliquer à ses concitoyens qu'il faudra en passer par les sacrifices, mais il faut toujours aussi décrire les lendemains des qui sacrifices. chantent, on a vu ce que ça a donné avec Emmanuel Macron. On peut quand même dire il y aura des sacrifices et des efforts à faire, mais ce sera pour un mieux vivre ensuite, retrouver une souveraineté, retrouver des moyens. Et voilà. Il a choisi vraiment le discours du sang et des larmes. Vous dites ça fait beaucoup de candidats à droite, certes, et en même temps, on est quand même dans une situation où Emmanuel Macron ne pourra pas se représenter. Donc on est dans une élection présidentielle de fort renouvellement, et dans laquelle beaucoup de gens se disent pourquoi pas moi, parce qu'ils ont aussi en souvenir le fait qu'Emmanuel Macron, la dernière fois, personne ne l'avait vu venir. Donc si vous voulez, c'est pas forcément négatif que des gens se déclarent, discutent, débattent, et puis au fur et à mesure qu'on se rapprochera de l'échéance, le tableau final de départ va se réduire considérablement. Et primaire ouverte, on imagine. On ne va pas y couper. C'est pas exactement ce que Bruno Retailleau souhaite. Non, en tout pas cas, lui, mais beaucoup le souhaitent. David Lisnard, en tout cas, lui, il se montre absolument définitif. Ce sont les militants de LR qui choisiront leur candidat. Et donc, à ce titre-là, on le voit mal participer à une primaire ouverte tirée de Gabriel Attal à Sarah Knafour. Est-ce qu'il peut y couper ? En fait, il va y avoir, là, les LR sont en train de décider de la procédure qu'ils décident pour désigner leur candidat. Ce qui va se passer, c'est que d'ici 2-3 semaines, ils vont faire une proposition à leurs militants qui vont voter. Et parmi ces propositions, vous pouvez avoir plusieurs propositions. Vous pouvez avoir proposition d'une primaire interne au LR pour désigner le candidat LR. Ensuite, on parlera d'une primaire ouverte, éventuellement, si la question se pose. Mais c'est d'abord désigner le candidat du parti LR. Et donc, ça peut être une primaire interne. Ça peut être aussi, est-ce que vous souhaitez que ce soit le président du parti qui représente LR à la présidentielle ? Donc, en fait, il peut y avoir plusieurs options. Et en fonction de ça... accepter ça, Laurent Wauquiez ? Je ne sais pas s'il accepte, mais si on fait ces propositions-là aux adhérents et que les adhérents votent sur ces propositions et qu'ils décident que c'est le président des LR qui est le candidat légitime, Laurent Wauquiez pourra s'en affranchir, mais à ce moment-là, il sortira du périmètre de son parti. C'était une promesse, un engagement de campagne de Bruno Retailleau lorsqu'il s'est porté candidat pour la présidence des Républicains. C'est également dans son programme présidentiel désormais d'avoir recours au peuple pour trancher. Donc je pense que ce recours à la consultation des militants ou des Français, si d'aventure il devait être élu, sera un mode d'action pour pouvoir trancher des sujets qui sont sinon impossibles à trancher autrement que par l'adhésion et le soutien populaire. On marque une pause, on poursuit nos débats parce que évidemment Bruno Retailleau veut s'attaquer à la dépense publique. Il serait temps que quelqu'un s'y attaque franchement. Il a du boulot parce qu'apparemment les fonctionnaires, contre toute promesse d'Emmanuel Macron, eh bien, ils ont leur nombre a haussé en 2024 avec 32 000 agents en plus. On en parle rapidement dans quelques instants avec vous. Toujours en compagnie du duo du JDD du samedi. Raphaël Steinville et Antonin André ont parlé de la candidature de Bruno Retailleau qui rêve, je pense, de réduire le nombre de fonctionnaires. Alors, il va avoir du boulot, Bruno Retailleau, selon les derniers chiffres, les chiffres de l'INSEE officiels. La hausse du nombre de fonctionnaires en France est poursuivie en 2024. 32 000 agents de plus, mais aussi en 2025 avec 18 000 agents publics supplémentaires. Là, ce sont des chiffres provisoires pour 2025, mais enfin, la tendance n'est pas la bonne. Décidément, on ne s'en sort pas, Raphaël Steinville. Si on devait paraphraser François Hollande, on dirait que, à défaut d'inverser la courbe du chômage, ils sont en train d'inverser la courbe du nombre de fonctionnaires. Puisque s'il y a encore une hausse, elle est moindre que l'année précédente. Mais c'est vraiment pour se montrer ironique, parce que sur l'ensemble des deux quinquennats d'Emmanuel Macron, depuis 2017, ce sont déjà plus de 320 000 fonctionnaires supplémentaires qui ont été créés, alors même que Emmanuel Macron, candidat, tablait sur une suppression de 120 000 fonctionnaires.
Pour un coût de plus de 300 milliards d'euros par an, la fonction publique, Antonin André. Oui, oui, mais c'est le syndrome qui n'est pas nouveau d'ailleurs, hein, mais d'une administration publique qui est absolument hors de contrôle et que le pouvoir politique, tout gouvernement confondu, alors Nicolas Sarkozy avait fait un effort sur le nombre de fonctionnaires, avait réussi par le non-remplacement d'un fonctionnaire sur deux à obtenir quelques résultats, mais l'État monstrueux, l'État profond monstrueux, l'appareil d'administration français, aujourd'hui, échappe au contrôle, y compris de ceux qui devraient les contrôler, c'est-à-dire les ministres. Et donc, il y a une forme d'échec. C'est aussi compliqué, vous qui observez la vie politique française depuis des années. Parce que l'administration est un pouvoir à l'intérieur du pouvoir et qu'elle n'est plus dirigée. Aujourd'hui, les ministres, lorsqu'ils arrivent en responsabilité, ont déjà du mal à faire appliquer les textes qu'ils font voter parce que souvent les directeurs d'administration freinent des deux pieds. Et le vrai pouvoir aujourd'hui est un pouvoir administratif en France. Le politique doit reprendre le pouvoir sur l'administratif et s'attaquer à une réforme de l'État qui soit efficace et efficiente. Confère les personnels administratifs dans les hôpitaux, dans l'éducation nationale qui enflent d'année en année. La suradministration de l'administration, l'empilement des normes, l'empilement des agences et des organismes de l'État, dont tout le monde s'accorde à dire politiquement que oui, il faut les supprimer, mais aucun pouvoir ne s'y attaque François réellement. Bayrou ne devait pas s'y attaquer il y a quelques années. Il ne vous a pas échappé que François Bayrou n'a pas eu le temps de faire grand-chose, puisqu'il s'est lui-même fait harakiri, donc c'est un peu compliqué. Non, mais même c'est un vrai sujet. Avant ça, et c'est vrai que avant qu'il soit Premier ministre. C'est vrai que de la même façon que sur la nomination d'Amélie de Montchalin, il est normal que les critiques pleuvent sur Emmanuel Macron, parce qu'il avait promis de faire l'inverse. De la même façon, il est d'autant plus coupable de son bilan qu'il avait annoncé qu'il supprimerait un certain nombre de postes de fonctionnaires, qu'il allait faire un spoil system à la française, c'est-à-dire remplacer les directeurs d'administration pour les avoir à la main du pouvoir politique, ce qu'il n'a pas fait. Et donc, les reproches sont d'autant plus durs à son endroit qu'il avait précisément annoncé qu'il allait rompre avec ses anciennes pratiques. Oui, et c'est sûr que la nomination d'Amélie de Montchalin... parce que ce sont nos impôts. Après, on nous demande d'éponger le déficit d'une incurie de gestion de l'argent public. Donc, effectivement, on peut être en colère, et il est important que dans le prochain débat de la campagne présidentielle, certains candidats proposent et fassent ce qu'ils promettent, c'est-à-dire de réduire le périmètre de la fonction publique, de réduire même les missions de l'État, qui aujourd'hui est un État nounou, qui vient s'occuper de tout et de n'importe quoi dans le plus petit détail de nos vies. Donc oui, il y a une réforme de l'État, et c'est une réforme d'ampleur qu'il faut mener à l'occasion de la présidentielle. Oui, Raphaël Steinville, on a toujours le sentiment que les promesses de campagne se frappent et se heurtent à la réalité, et que finalement on n'y arrive pas quand on est au pouvoir. Oui, mais il y a aussi une absence de volonté politique. C'est-à-dire qu'effectivement, Antonin André rappelait que Emmanuel Macron avait promis de remplacer les chefs d'administration à travers ce spoil system. Ça n'a pas été fait. Ouais. Mais là où c'est dramatique, c'est que si par ailleurs nous avions presque 6 millions de fonctionnaires, et que la fonction publique fonctionnait bien, que dans toutes les provinces nous avions suffisamment d'hôpitaux, que nous avions des postes dans les villages, que les Français se sentent finalement à l'écoute de l'État-providence, il n'y aurait pas de problème, probablement. Sauf que là, non seulement il y a une inflation considérable du nombre de fonctionnaires, sans que le service qu'on est en droit d'attendre ne soit délivré. Donc il y a quelque chose d'absolument choquant, et qui nécessite effectivement des réformes urgentes. Des réformes, Rachida Dati veut en mener aussi à Paris. Un petit mot peut-être sur l'interview qu'accorde la candidate dans le JDD. Et force est de constater qu'elle connaît ses dossiers et qu'elle s'est préparée. Parce que sur tous les aspects de la vie parisienne, que ce soit le plan de mobilité à Paris, que ce soit la sécurité, que ce soit la lutte contre l'endettement de la ville de Paris, elle fait des propositions qui sont assez radicales, chiffrées, assez solides, et on voit vraiment que c'est une longue préparation à laquelle elle s'est astreinte. Et effectivement, elle étrille fortement le bilan d'Emmanuel Grégoire, qui cherche, lui, à se détacher de l'héritage d'Anne Hidalgo, mais dont il est notoirement comptable, en particulier sur l'affaire très embarrassante pour la mairie de Paris du périscolaire, dont on se rend compte aujourd'hui que non seulement c'est un phénomène de grande ampleur, mais qu'en plus, les parents qui sont confrontés à ça sont quand même assez démunis, assez peu accompagnés, trouvent assez peu d'oreilles d'écoute et de soutien de la part de la mairie de Paris. Et de ce point de vue-là, c'est assez vertigineux dans ce que la mairie
a quand même un rôle dans la proximité, dans l'accompagnement des citoyens au quotidien. Et c'est assez vertigineux de voir le manquement de la majorité sortante sur ce sujet. Ouais. Raphaël Steinville, vous suivez cette campagne. Le rôle de Pierre-Yves Bournazel, ça va tomber d'un côté ou de l'autre. Enfin, on les sent assez fâchés, les deux, Rachida Dati et Pierre-Yves Oui, Bournazel. mais en fait, c'est le principe de cette campagne et de ce qui est, d'une certaine manière, une sorte de primaire. Est-ce que Pierre-Yves Bournazel ira jusqu'au bout, j'imagine, mais est-ce qu'il aura, d'un côté ou de l'autre, le courage de faire cette union pour finalement permettre cette alternance que nombre de Parisiens souhaitent? C'est autre chose. Les blessures que génère une campagne sont peu propices finalement à ce genre de réconciliation, et pourtant il faudra que Rachida Dati, Pierre-Yves Bournazel et peut-être même Sarah Knafo s'entendent s'ils veulent cette alternance que souhaitent les Parisiens. Alors, il y a eu un meeting cette semaine, mardi, autour de Pierre-Yves Bournazel avec Édouard Philippe et Gabriel Attal, qui ne s'étaient pas revus sur une scène commune depuis longtemps. Il semble que la température de ce meeting était beaucoup plus souple et à l'écoute de Rachida Dati, après être parti sur des positions extrêmement radicales. La difficulté pour Édouard Philippe, c'est qu'il peut difficilement demander au candidat qu'il représente et dont il est très proche de se maintenir au risque de faire perdre Rachida Dati, alors même qu'il prétend rassembler la droite et le centre à l'occasion de l'élection présidentielle. Messieurs, il reste 2 minutes. Bon, c'est la Saint-Valentin, c'est cadeau. Les mariages entre cousins au Royaume-Uni ne doivent plus être découragés. C'est en tout cas ce que soutient le National Health Service anglais. En gros, c'est l'agence gouvernementale. Mais non. L'idée, c'est de ne pas stigmatiser une pratique jugée normale dans certaines cultures, notamment asiatiques et cultures musulmanes. L'agence argumente, le risque d'avoir un enfant atteint d'une maladie génétique ne serait, selon la base de données nationale, la mortalité infantile financée par le gouvernement, que légèrement augmentée. Sauf que les chiffres sont quand même contestés. On marche un peu sur la tête quand même, non, Raphaël Steinville? Oui, en fait, moi j'ai l'impression qu'on a tendance à regarder si un pays va bien à l'aune de sa seule économie. Lorsque l'on voit le nombre de dingueries que la Grande-Bretagne est prête à accepter ces derniers mois depuis que Keir Starmer est au pouvoir, très honnêtement, on se dit que ce pays est en pleine déliquescence, que la chute est brutale. Et je pense que les lendemains sont probablement très difficiles pour les Britanniques. Effectivement, c'est une concession faite au communautarisme, à ce désir d'un certain nombre de communautés, notamment musulmanes, pakistanaises. Mais Raphaël, il me semble que dans l'ancien temps, dans notre beau pays de France, les familles nobles se mariaient entre cousins. Vous savez que c'est pas interdit. On se mariait entre cousins et on faisait des mariages arrangés et on pouvait se marier entre cousins. Et puis moi, j'y vois peut-être un encouragement à une politique nataliste, non, Raphaël? Je ne sais pas. Non, mais je pense que c'est pas ça. C'est que c'est surtout acquiescer à une revendication communautariste. Bon, écoutez, allez épouser votre cousine, mon cher Antonin André, c'est la Saint-Valentin. Je n'ai que des cousins. Vous allez la fêter alors? Non, je n'ai que des messieurs, cousins. parce que quand même la question importante parce que moi, figurez-vous, c'est un appel que je lance sur les ondes, je suis célibataire, je suis donc à cœur à prendre. Mais j'espère que je reviendrai l'année prochaine grâce à cet appel avec une moitié pour fêter la Saint-Valentin. Je suis sûre que ça va mordre à l'hameçon. Allez, merci à vous deux.